Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Annie de Pen est décédée le 14 octobre 1918 de l'épidémie de grippe espagnole, qui ravagea la France à la fin de la Première Guerre mondiale. Elle avait 47 ans. Elle tenait une place importante dans le monde des lettres et du journalisme de la Belle Époque. Au moment où paraît cet ouvrage, près de 100 ans se sont écoulés. Ainsi se construit le temps du souvenir, celui de l'hommage, selon des chemins aléatoires. Pour retracer le parcours de cette femme étonnante et évanescente, dans le cadre de mon doctorat de littérature, j'ai minutieusement recherché, menant une enquête policière, les moindres indices généalogiques et professionnels en parcourant la France. En 2002, beaucoup de collétiens connaissaient ce nom, Annie de Pen, et le phalanstère décrit par Colette, pure construction littéraire, faisait les délices de nos imaginations fertiles. Mais nul ne savait vraiment d'où venait cette Annie, ni comment elle était devenue une amie de Colette. La biographie d'Annie de Pen s'est peu à peu esquissée et j'en suis devenue, comme me l'ont dit sur le ton de la boutade, les membres de mon jury de thèse, la spécialiste mondiale. Spécialiste mondiale d'une inconnue encore aujourd'hui. Ce défi au mode me plaît. Annie de Pen fut tour à tour libraire, éditrice de la revue Le Lys rue du Bac puis boulevard Saint-Germain à Paris, directrice de la brochure mensuelle L'œuvre créée par Gustave Terry, romancière, journaliste et amie de Colette. Bien que son nom ait aujourd'hui perdu la notoriété qui fut pourtant la sienne, elle tint une place originale dans la vie littéraire de son temps. Il suffit pour cela de se reporter aux nombreux articles nécrologiques élogieux de l'automne 1918. On y rapporte notamment qu'elle avait établi un solide réseau de relations et d'amitié littéraires et personnelles, tout à fait éclectique. Séverine, Marguerite Durand, Rachilde, Lucie de la rue Mardrus, Myriam Marie, Colette, Henri et Robert de Jouvenel, Gustave Terry, Henri Barbus pour ne citer que quelques personnalités se pressaient dans le salon qu'elle anima rue de la Pompe puis rue Pétrarque à Paris. Mon Annie d'enfance, mon Annie personnelle et chérie, lui écrivait Colette en décembre 1914 dans l'une des nombreuses lettres qu'elles échangèrent pendant le premier conflit mondial. À diverses reprises, Colette décrète, par le biais de ses entêtes et informations symboliques, que leurs affinités viennent de loin, de bien plus loin que leur rencontre professionnelle en 1909 pour la revue Academos. En cette période de chaos que la guerre provoque, on saisit bien à quel point cette référence à l'enfance et cette affection furent précieuses et les délivra partiellement de l'angoisse de la séparation en fixant des repères essentiels. Mais si l'environnement provincial, la solitude de la petite fille ou l'observation grinçante du comportement des adultes font l'objet de ressemblances dans les œuvres des deux femmes, l'enfance d'Annie de Pen se différencie de celle de Colette en raison du poids des questions familiales et identitaires. D'ailleurs, les personnages féminins de ces nouvelles et de ces romans reflètent ces préoccupations et les expriment, objet de multiples variations, fils directeur des histoires qu'elle a tissées. Désirée Joséphine Poutrel, future Annie de Pen, est née le 2 mai 1871 à Blosseville-Bonsecours, petite ville de la proche banlieue de Rouen. Sur son acte de naissance, elle est déclarée enfant naturel non reconnu jusqu'au 9 août 1879. Son père, Joseph Pen, est décédé depuis une semaine, date à laquelle chez un notaire du Mesnil-Esnard, sa mère, Désirée Poutrel, la reconnaît pour sa fille naturelle. Ce fait n'est pourtant mentionné sur son acte de naissance que le 19 août 1889, à Bonsecours, la veille de son mariage. Le 20 août à 18 ans, elle épouse Charles-Auguste Battendier dont elle aura 2 enfants. Le 31 octobre 1890 naît Germaine qui signera Beaumont, et le 3 mai 1892 Pierre qui signera Varennes. Autre date, le 28 novembre 1898. Sur les registres de l'état civil de Bonsecours est transcrit le jugement de divorce prononcé à Rouen entre Charles-Auguste Battendier et Désirée Joséphine Poutrel en date du 28 juillet 1898. Ce jugement est signifié le 26 août 1898 à la dame dite Battendier, 27 boulevard Pereire à Paris. Il est prononcé au profit du mari qui se voit confier ses 2 enfants et condamne la dame Battendier à tous les dépens. Quand Annie de Pen arrive à Paris, 10 ans à peine après son mariage, elle est, au moins partiellement, désargentée, qualificatif qu'elle utilisera toute sa vie dans les nombreuses lettres qu'elle adresse à ses enfants.
Elle partage avec Colette et tant d'autres femmes seules le souci du travail et de sa juste rémunération. Plusieurs de ces héroïnes récemment divorcées confient d'ailleurs, en quittant Rouen ou une ville de province pour Paris, que pendant quelques années, le couple avait vécu sur leur fortune puis qu'elles étaient parties en abandonnant leur dot. En se mariant, Annie de Pen se libère du giron maternel. En divorçant, elle brise d'autres chaînes, fait des choix et fuit l'emprise masculine. Elle se place en dehors de la norme et des usages de son temps. Elle doit assumer une identité morcelée, que les différents actes d'état civil et la correspondance inédite avec ses enfants mettent en évidence. Les changements de nom ou de prénom sont nombreux. Elle a commencé par porter les mêmes prénoms et noms que sa mère, puis, par son mariage, fut reconnue comme l'épouse, mais elle a porté le nom du mari sans avoir porté celui du père. Au moment où elle arrive à Paris, elle n'a pas choisi d'être écrivain, mais elle choisit un pseudo-pseudonyme, qui est son véritable patronyme. Sa création identitaire passe par la revendication de l'appartenance à une lignée paternelle. Elle se différencie là de bon nombre de femmes de lettres qui accèdent à la position de sujet libre, en s'affranchissant de toute lignée familiale. Sa première préoccupation est de subvenir à ses besoins. Quelques solutions s'offrent à elle: donner des leçons, être vendeuse, employée ou secrétaire. Destinée à être une femme au foyer, apte à la conjugalité et à la maternité, elle s'affranchit de tout, s'extrait de la sphère familiale et domestique, devient une femme divorcée qui n'élève pas ses enfants. Qui le sait au 45 rue du Bac, lorsqu'elle succède au libraire Vaton dans le CUP 7e arrondissement de Paris? Peu de monde, ou personne, et ce n'est pas le moindre de ces paradoxes. Elle vend des livres religieux. Son activité est explicitement répertoriée dans l'Almanach du commerce d'Ido Bottin en 1904. Elle est propriétaire d'une librairie de piété et d'éducation. Celle-ci comporte un espace d'exposition de livres religieux et un salon littéraire. Annie de Pen compose des bibliothèques pour les jeunes filles, et les conseils de lecture à ses enfants sont tout à fait savoureux et édifiants. Les livres que nous ne connaissons pas sont soumis à un conseil de lecture. C'est que dans le noble faubourg, on ne badine pas et la moindre erreur perdrait la réputation de la maison, écrit-elle à Germaine et à Pierre. À partir du 1er juin 1905, la librairie est installée au 242 bis boulevard Saint-Germain. La revue Le Lys, dont elle devient l'éditrice et la directrice, est fondée cette même année et a son siège 42 rue du Bac. Une nouvelle revue, beaucoup plus intellectuelle que ce qui a été fait jusqu'alors pour les jeunes filles, indique-t-elle à des amis. Cette revue paraît pendant 1 an jusqu'en août 1906. Son orientation idéologique conservatrice est nette. Revue destinée à l'élite des jeunes filles, elle leur offre pour modèle Jeanne d'Arc et la Vierge. Rien de moins. Les socialistes, les francs-maçons, les libres penseurs sont vilipendés et désignés comme les responsables du mal. Au moment de la laïcisation des écoles, de la séparation de l'Église et de l'État, les valeurs s'affrontent. La revue évolue rapidement, perd son indépendance et devient le supplément de la presse, journal de Léon Bailly. Remarquons au passage que la vie de la fille d'Annie, Germaine Beaumont, a été bercée par des influences très variées. Bibliographies austères et pudibondes ou rencontres surprenantes concoctées par cette étonnante maman dont elle ne partageait pas la vie quotidienne. La carrière d'Annie de Pen connaît alors un tournant, un autre axe professionnel se dessine. Désormais elle écrit dans Le Lys. Elle devient femme de lettres, brosse quelques portraits de femmes en vue, compose des scénettes humoristiques sur la vie littéraire et quotidienne dont 3 seront reprises dans Pantin moderne, sa première œuvre, publiée en 1908 chez Messin, le successeur de Léon Vanier, l'éditeur des Modernes, selon la revue La Plume. Ces 8 textes caustiques se moquent de la prétention des individus à paraître. D'un strict point de vue idéologique, ils ne se situent pas en dehors de la ligne éditoriale de la revue. Ils sont ironiques certes, utilisent un ton parfois assez subtil, mais ils sont conservateurs dans leur approche des relations humaines et professionnelles. Ils indiquent aux jeunes filles que la tradition doit demeurer et cadrent la place des femmes dans la société, notamment dans leur comportement avec les hommes et dans leur approche du pouvoir politique. Annie de Pen s'exerce aussi à l'écriture d'articles sur la mode. Elle suit l'évolution des modèles, se prononce sur les étoffes et les couleurs. En mars 1906, elle est devenue officier d'académie et a reçu les palmes académiques.
À partir de mai 1906, sa signature n'apparaît plus. Elle opère un virage professionnel inouï quand elle commence à travailler avec Gustave Thierry. Leur rencontre est déterminante sur le plan personnel et professionnel. Ils ne se quitteront plus, assumant une relation orageuse et des séparations ponctuelles. Gustave Thierry est dreyfusard, républicain, pacifiste, radical-socialiste, polémiste. Sa femme, André Jacquet de la Verrière, la journaliste André Violis, l'a quitté, il élève seul ses 2 filles. La vie d'Annie de Pen est désormais liée à celle de l'œuvre, à son impétueux créateur et à tous ceux qui, comme les frères de Jouvenel, travaillèrent avec Thierry. Revue mensuelle entre mai 1904 et la fin de l'année 1908, l'œuvre devint hebdomadaire de janvier 1909 à 1914 et se transforma en un journal quotidien à partir du 10 septembre 1915. Annie de Pen en assura la direction assez peu de temps à un moment où Thierry, encore professeur de philosophie, avait besoin de discrétion. Que penser de cet écart et comment déterminer ses valeurs ? Elle travaille désormais pour une revue de virulente critique politique et de libre expression citoyenne. Après avoir fait œuvre de conformisation et d'assimilation avec le lys par son travail de libraire, dans un milieu conservateur qui défendait des idées vraisemblablement proches de son milieu d'origine, où le nom et le titre passent avant tout, Annie de Pen continue à se construire. Il s'agit désormais de se différencier, de s'affirmer. Le temps des découvertes est achevé. Il lui a permis de réaliser une prodigieuse évolution personnelle. Au moment où paraît sa première œuvre, elle a 37 ans. Colette a déjà publié 9 volumes, Séverine 7, Anna de Noailles 6, Myriam Marie 4, Lucie de la rue Mardrus 3. Toutes sont plus connues qu'elle en 1908, et leurs photos apparaissent dans les pages de La Vie heureuse ou de Femina, célèbre magazine féminin. Annie de Pen sollicite son admission à la Société des gens de lettres le 20 février 1908. Le temps de l'affirmation de soi est venu. De 1909 à 1913, elle écrit pour des revues et des journaux. Ceux-ci lui servent de tremplin pour les œuvres qui paraîtront en feuilleton puis en volume. Les collaborations qu'elle recherche ou qu'on lui propose sont variées. L'œuvre, Comoedia Academos. Arrêtons-nous sur cette dernière, revue mensuelle d'art libre et de critique créée en 1909. Sur la 4e de couverture, parmi les collaborateurs, Annie de Pen figure avec Valentine de Saint-Point, René Vivien et Colette Willy. La rencontre des 2 femmes date probablement de cette période. C'est d'abord l'activité professionnelle qui les réunit. Elle se transforme en une amitié très intense d'à peine une dizaine d'années comme l'écrit Colette, dans un texte hommage à Annie de Pen paru en 1942 dans le Goéland. Annie de Pen, que je connus tard, me laisse un souvenir qui ne pâlit point. Je m'attache à elle comme à un précieux refuge, au début de la Grande Guerre. C'est sa belle main qui me tire d'une solitude amère et brusque, c'est son œil, brun comme le caramel, pailleté comme l'aventurine, qui pendant 4 années vont mesurer, secourir ma lâcheté de femme seule, tâter ma résistance. J'aurais dû en premier, rappeler, saluer les livres que laissa, outre Confidences de femme, Annie de Pen. Mais Annie ne souffrait guère qu'on pensât à ses livres, qu'on en parlât devant elle. En revanche, sa charmante coquetterie aimait qu'on louât sa carnation de Normande, ses mains, auxquelles je ne puis comparer que celles de sa fille. Ce novembre-ci me la rappelle trop. Quand je pense à ce que j'ai perdu en perdant Annie, je m'attriste encore 7. Lorsqu'elle se lance dans l'écriture journalistique et littéraire, Annie de Pen utilise d'abord la forme brève dans laquelle elle excelle et choisit des thématiques diverses selon les revues pour lesquelles elle travaille. Elle rédige aussi des critiques théâtrales et romanesques, raconte la vie quotidienne, se hasarde à quelques articles politiques ou sociaux comme celui qu'elle écrivit sur le mariage, une critique au vitriol de cette institution. Puis, des textes plus longs apparaissent sous la forme de nouvelles mensuelles. Ils sont suivis de romans autobiographiques, préalablement publiés en feuilleton dans l'œuvre ou dans Comoedia. C'est à cette période qu'elle publie 5 livres. En 1909 Les plus jolies lettres d'amour, en 1910 Les belles prières, de Florilège. En 1911 L'évadé, en 1912 C'était 2 petites filles et en 1913 paraît la première édition de Confidences de femme. Les 3 derniers ouvrages composent une trilogie dans laquelle la femme est désormais au centre de toutes ses publications. Annie de Pen est devenue une journaliste appréciée et une auteure reconnue.
Elle évolue dans un solide réseau littéraire et artistique mêlant de multiples écoles et divers courants politiques. Avec la mobilisation générale décrétée le 1er août 1914, c'est le temps de la maturité. La guerre est le principal fil conducteur de ce temps-là, et l'écriture a une triple fonction. D'abord, elle est indispensable pour donner des nouvelles aux êtres chers et contrer leur dispersion. Les échanges épistolaires avec Colette, Henri de Jouvenel, Marguerite Durand, Henri Barbus ou Germaine Beaumont sont d'une belle densité car l'engagement des épistoliers est total. Les lettres de Colette à Annie de Pène traduisent le plein épanouissement de leur amitié. Écrivez-moi tout le temps. Relevez-vous la nuit pour ça, comme pour un cake. Et embrassez Terry sur son lorgnon. Et lorsque Colette est à Paris, ce qui est rare, les femmes se regroupent et composent ce phalanstère évoqué dans le Fanal bleu, cette bonne escouade de femmes qui réunit Colette, Annie de Pène, Marguerite Moreno et Musidora. Phalanstère éphémère de quelques jours ou de quelques semaines, toutes les quatre étaient très actives, très souvent en déplacement. L'écriture permet aussi de subvenir aux besoins quotidiens. La recherche de revues pour placer des articles est permanente. Enfin, l'écriture témoigne d'un engagement, fait valoir des idées et des principes de comportement. C'est principalement avec et pour l'œuvre qu'Annie de Pène travaille pendant la guerre. Découvrons son travail de journaliste à travers une présentation de ses textes, les reportages et chroniques qu'elle a écrits, inédits en volume, et les images de femmes qu'elle nous donne à lire. Présentation des œuvres. Annie de Pène, une femme dans la tranchée et chronique de l'arrière. Témoin et analyste des comportements humains en temps de guerre dans ses chroniques pour l'œuvre quotidienne, Annie de Pène est auparavant allée sur le front comme reportée en novembre 1914. C'est un événement majeur. Il mérite qu'on s'y attarde avant la lecture des textes qu'elle a écrits. C'est d'abord par le biais d'un reportage à la une du journal Le Matin, daté du 24 novembre 1914 que nous la découvrons sur le terrain. Une femme journaliste sur le front est un événement rare. Elle explique comment elle est parvenue à triompher des consignes interdisant aux civils d'accéder à Dunkerque et en Belgique. Elle montre qu'à 3 reprises les mots impossibles, ordre formel, lui ont en fait ouvert la voie d'accès à des territoires supposés infranchissables. Ces mots traduisent au fur et à mesure à quel point la certitude de gagner la guerre très rapidement était ancrée dans les esprits. C'est ensuite une brochure Une femme dans la tranchée qui est éditée en 1915 aux éditions de l'Œuvre, 220, Faubourg Saint-Honoré. Cette petite brochure orange vif reprend le format originel de l'Œuvre mensuelle. Elle est vendue 0 Fr 25. Sous ce titre accrocheur, Annie de Pène rassemble, en une trentaine de pages, 3 reportages. Ils n'ont jamais été réédités. Vous allez les découvrir ci-après. Tout d'abord, dans Vers la Reine, elle raconte comment un jour, elle a décidé d'aller rencontrer la reine de Belgique pour lui offrir des fleurs. Celle-ci était alors admirée pour sa charité et sa dignité, car elle organisait les hôpitaux du front. Ce texte de 15 pages précise les circonstances de son voyage, ses difficultés pour obtenir les autorisations de circuler. Opiniâtre et ingénieuse, elle franchit les obstacles administratifs, civils et militaires, les uns après les autres, et se retrouve sur la route de Dunkerque à Furnes dans une automobile. Aucune femme n'a le droit de pénétrer dans cette zone et sa présence suscite interrogation et méfiance. Comme vous le lirez, sa description est précise, tout à la fois pathétique, naïve et convenue. Au terme de son parcours, il y a une maison toute simple, celle de la reine, mais elle est absente et Annie de Pène doit confier ses fleurs au majordome, étonné par la présence de cette femme de France. La majeure partie de l'article publié par Le Matin est extraite de La tranchée. C'est le deuxième texte de la brochure. Après la guerre perçue de l'extérieur sur une route exposée, ces pages montrent la guerre vue de l'intérieur des tranchées. L'enthousiasme relatif du premier texte disparaît, la consternation domine. Enfin, Pervyse est le 3e reportage réalisé dans une ville du front auprès des grands blessés qui ne peuvent supporter un voyage en train. Annie de Pène rencontre un tout jeune homme, un enfant encore, amputé du bras droit et du pied gauche. Après ce texte, dans l'édition d'origine, Annie de Pène fait figurer la carte de remerciement de la Dame d'honneur de la Reine. La censure n'a pas interdit la publication de la brochure. En revanche, Le Matin a vraisemblablement pratiqué l'autocensure ou été victime de la censure,
soit en demandant à l'auteur de sélectionner quelques passages de la tranchée, soit en laissant la rédaction choisir des extraits car le texte n'est pas publié en entier. Par ailleurs, pour témoigner et pour faire réfléchir ceux qui restaient à l'arrière, pour gagner sa vie également, Annie de Pen n'utilise pas seulement le reportage. Elle abandonne la fiction, observe les comportements de ses contemporains en les mettant en scène ou restitue ceux-ci sobrement dans des chroniques douces amères publiées par l'œuvre. La première chronique paraît dans le premier numéro de l'œuvre Désormais quotidien, daté du 10 septembre 1915. La dernière est datée du 7 août 1918. Sur ces 4 années, 51 textes se répartissent irrégulièrement en raison de la censure et des événements qui se déroulent sur le front. C'est ainsi que 9 textes paraissent en 1915, 14 en 1916 jusqu'au 3 octobre puis rien n'est publié jusqu'à la fin de l'année, 24 en 1917 et 3 en 1918. On peut ajouter un autre texte à cet ensemble, la réponse d'une universitaire à une chronique d'Annie de Pen. Écrire pour aider dans l'œuvre, c'est prendre des risques importants qu'on ne devine pas nécessairement à la lecture des chroniques d'Annie de Pen, mais que l'observation et la consultation du journal explicitent visuellement et politiquement. C'est d'abord s'approprier un slogan, les imbéciles ne lisent pas l'œuvre. C'est ensuite être surveillé par la censure comme l'est Gustave Terry qui, dans ses carnets d'un grincheux, signe des éditoriaux tonitruants. C'est enfin adhérer aux idées du journal qui dénonce la censure politique et militaire dont la presse est victime pendant la guerre, refuse de déposer les moraces au bureau de la censure et refuse tout autant d'échoper les passages censurés. Par exemple, l'œuvre titre le 16 mai 1916 « On sait le nom de la censure mais comment s'appellent donc les censeurs ?» Et dans ce même numéro, un schéma explicite intitulé « Schéma général de la transmission des ordres de saisie en matière de presse » donne au lecteur tous les noms de ceux qui participent à la censure. De septembre 1915 à octobre 1917, le journal est au bas mot saisi 16 fois, suspendu 8 fois pour des durées de 8 à 16 jours comme l'explique Olivier Forcade et comme j'ai pu le constater. Les chroniques ne doivent pas être considérées isolément, bien que chacune se suffise à elle-même. Il semble qu'Annie de Pen, et sans doute aussi Gustave Terry, aient eu le projet de composer plusieurs séries de témoignages sur la vie des civils qui devaient compléter les informations militaires que l'on trouvait alors dans le journal. On remarque que des titres génériques répétés précèdent le titre de certains textes et composent de petits ensembles. Parfois, ces titres génériques n'existent pas. Doit-on à la précipitation, à la difficulté de choisir des sujets, à la dramatique actualité militaire un certain éparpillement qui montre que le projet pressenti n'a pas été mené à bien? Aux chroniques qui respectent les titres de séries choisis par Annie de Pen s'ajoutent des textes isolés qui se fondent bien dans ces ensembles. La série Ouvrages de dames comprend, vous le découvrirez, les 8 premières chroniques de 1915 auxquelles on peut ajouter un texte qui développe le même thème en 1917. Ces 9 textes présentent des femmes dont les activités professionnelles ont changé à cause de la guerre. En plus de ces portraits nouveaux de femmes au travail, 2 textes de la série décrivent aussi l'implication des femmes dans la vie des soldats. La cueillette merveilleuse raconte la recherche de trèfles à 4 feuilles par des jeunes filles qui les envoient à leurs compagnons sur le front. Celle qu'on ignore est un touchant tableau de vieilles paysannes normandes, représentant de toutes ces anonymes de milieux modestes qui confectionnent des couvertures pour le confort des soldats déshérités. Ces ouvrages de dames ne sont évidemment pas les travaux que l'on s'attend à voir accomplis par les femmes à cette époque, et la journaliste joue sur la polysémie des mots. La série Femmes de guerre complète la précédente. Dans la continuité chronologique des ouvrages de dames, ces 9 chroniques de la fin de 1915 pour l'une et de 1916 pour les autres poursuivent et affinent l'analyse des comportements humains pendant la guerre. Annie de Pen met en évidence 2 types d'attitudes révélatrices de mentalités très opposées, et montre ainsi comment la guerre dévoile la profondeur ou la superficialité de chaque être humain. Elle ose prendre le métro et porter des paquets qu'habituellement d'autres se chargent de leur livrer. Leur audace les ébahit et elles se rassurent en estimant. Enfin, heureusement que c'est la guerre. Quant à la dame qui veut fonder une œuvre, elle a soif de reconnaissance et s'ingénie à trouver une idée d'œuvre caritative, aussi farfelue et inutile soit-elle. L'essentiel n'est pas l'altruisme, mais la découverte de son patronyme dans le journal. Ses comportements superficiels contrastent avec ceux des plus humbles,
soldats ou travailleuses directement impliqués dans le conflit, qui sont davantage dans l'introspection et se surprennent à constater la modification de leurs réactions dans la vie quotidienne. Telle la coiffeuse, qui dénonce les faux cheveux blancs que certaines femmes exigent de porter pour jouer la comédie de la douleur. Tout aussi touchantes sont celles qui s'engagent auprès des soldats. Annie de Pen consacre un très long article à ces 2 Françaises qui ont fait la campagne de Serbie. Dès le début de la guerre, elles se sont transformées en infirmières et ont connu l'horreur, la peur, le dénuement. De retour en France, les jeunes femmes collectent des fonds pour repartir. Mode de guerre réunit 3 textes de 1916 et 1917 auxquels on peut ajouter 7 chroniques de l'année 1917. C'est une série plus diversifiée dans laquelle des domaines variés apparaissent comme la mode ou les difficultés d'approvisionnement. À travers les préoccupations matérielles et quotidiennes, on retrouve le souci d'analyse d'Annie de Pen, et le lecteur est confronté à la malignité des commerçants qui va souvent de pair avec la bêtise des clients. La pénurie et l'insécurité exacerbent les comportements et engendrent des réactions irresponsables et individualistes. Jean de Paris est présenté comme un titre de série, mais celle-ci ne comprend qu'un texte de janvier 1917. On peut lui adjoindre Coin de Paris, avec 2 textes de novembre 1917 et ceux de Paris, titre d'un texte du 7 août 1918 mais aussi d'une probable série, inachevée à cause de la mort d'Annie de Pen. Ces petites chroniques présentent des personnages parisiens hauts en couleur comme ce réparateur d'objets cassés, qui confond ou fait semblant de confondre l'agitation qui règne à proximité du domicile de Clémenceau récemment chargé de constituer un cabinet ministériel, et l'arrestation de la bande à Bolo. La série La vie de Paris compte un seul texte auquel on peut en ajouter 4, chroniques de mondaines préoccupées même en temps de guerre, de faire valoir leur réception, leur thé et autres discussions de salon sur l'art de dire ou de savoir se taire. Cuisine française comprend 2 textes auxquels on peut ajouter L'école des femmes, tous écrits en 1917. Il présente, à l'aide de nombreux exemples, une défense farouche de la cuisine française traditionnelle. On découvre à quel point Annie de Pen était une fine cuisinière, héritière de traditions et gestes ancestraux. On a envie de connaître Félicie, et de réviser avec elle des recettes de roux parfaits ou de ragoûts savoureux. Lettres de l'arrière regroupe 2 textes de 1917 auxquels on peut ajouter 3 autres chroniques qui posent le problème de ceux qui n'ont pu se marier à cause de la guerre. Les jeunes filles redoutent le célibat et les mutilés le craignent tout autant. Des campagnes nationales en faveur du mariage se déroulent. Annie de Pen met sa plume au service des isolés des 2 sexes, et propose à ses lecteurs de se rencontrer par le biais de lettres envoyées au journal. En pays neutre, assure aux chroniques une tonalité éminemment politique. Ce titre rassemble 4 chroniques de 1916 qui racontent un premier voyage en Suisse d'Annie de Pen. On peut y ajouter le reportage de 1917 qui correspond à son second voyage en Suisse, et va lui causer de très sérieux ennuis. Ce reportage est lui-même à relier à la lettre ouverte d'Annie de Pen au procureur de la République parue dans l'œuvre sous le titre « Comment une femme peut-elle se défendre contre la calomnie ?» Il s'agit donc d'un ensemble de 6 textes. Lors d'un premier voyage en Suisse, Annie de Pen observe ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Vrais et faux espions dans une salle de restaurant, réfugiés allemandes et autrichiennes dont les vêtements choquent, prisonniers français nouvellement arrivés en Suisse. Les sujets abordés sont simples et traités assez légèrement. En revanche, la frontière n'est pas gardée est intéressante à plus d'un titre car Annie de Pen sort du rôle qu'elle s'était jusque-là attribué. Elle aborde en effet un sujet ayant trait à la défense nationale en période de guerre. Au cours du mois d'août 1917, elle séjourne en Savoie et en Suisse. On peut le déterminer de façon assez sûre car aucune chronique ne paraît dans l'œuvre entre le 2 juillet et le 31 août 1917. Par ailleurs, dans une lettre datée du 3 août 1917, Colette conseille à Annie de séjourner à Castelnovel et non en Suisse. Dans cette chronique, Annie de Pen raconte comment une première fois elle a pu passer la frontière franco-suisse alors qu'elle avait... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.